bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les puissances. Et dans cette vidéo, on va parler du cas général de l'expression des différentes puissances. Comme on l'a dit précédemment, il n'existe pas une, mais des puissances. Et si on reprend l'exemple qui avait été donné dans la dernière vidéo, si on prend un wattmètre, on voit bien qu'ici, on a trois types de puissances différentes, et on va essayer de comprendre un peu d'où elles viennent ces puissances. Pour ça, on va parler tout d'abord de la puissance instantanée. Alors, c'est quoi la puissance instantanée? Pour ça, on va prendre un exemple que j'ai fait en simulation. Donc ici, j'ai un moteur à courant continu, j'ai une petite diode de roue libre et j'ai mis un générateur. Ce générateur, il est réglé d'une façon un peu particulière. J'ai mis un signal créneau entre 0 et 12 volts avec une fréquence de 500 Hz. Donc si on regarde déjà la tension fournie par le générateur, on voit qu'on a bien un créneau qui est entre 0 et 12 volts et qui a une période de 2 millisecondes, ce qui correspond bien à une fréquence de 500 Hz. Maintenant, si on s'amuse à regarder le courant, et bien le courant, alors j'ai pas pris le début du signal, j'ai pris un peu plus tard, on voit qu'il se stabilise et qu'il fait une sorte de triangle. Alors suivant les simulateurs, ça peut être un triangle, ça peut être des arrondis, ça peut être... voilà, on va faire très simple ici, on voit que le courant c'est un triangle. Et donc là, on peut se dire, mais du coup, mon moteur, il est des fois, on lui fournit de l'énergie, des fois, en fait, on arrête d'alimenter, hein, mais on voit qu'il y a encore du courant à ce moment-là. C'est le moteur qui a sa propre inertie. Et alors, qu'est-ce que la puissance dans le cas d'un moteur comme ça qu'on allume et qu'on éteint en permanence? Et bien pour ça, on va déjà parler de la puissance instantanée. La puissance instantanée, P de T, c'est la puissance à chaque instant. Et pour avoir la puissance à chaque instant, je vais prendre la tension à chaque instant fois le courant à chaque instant. Alors ici, si je le trace, je vais faire la multiplication de la courbe verte par la courbe rouge et j'obtiens donc la puissance instantanée. Alors bien sûr, quand ma tension vaut 0, 0 fois un courant, ça fait quand même 0. Donc le seul endroit où j'ai de la puissance instantanée non nulle, c'est au moment où en fait j'ai mis 12 volts. Et on voit qu'on suit un petit peu la pente du courant. Donc ça, c'est ma puissance instantanée, mais en fait, ça ne me dit pas trop en moyenne la puissance de mon moteur. Et pour ça, on va être obligé de changer de puissance et on va devoir parler de puissance active. La puissance active, je vais reprendre ma puissance instantanée précédente sur laquelle j'ai zoomé, voilà, pour qu'on y voit un petit peu mieux. Et je vais vouloir calculer la moyenne de cette puissance. Donc ce qu'on appellera la puissance active, grand P, c'est la valeur moyenne de la puissance instantanée. Cette valeur est donnée en watts. Cette puissance active, comment on la calcule? Comme c'est une valeur moyenne, je vous invite à aller revoir le lien dans le chapitre numéro 1, la première vidéo dans laquelle on avait expliqué la méthode pour calculer la valeur moyenne d'un signal. En gros, il fallait retenir que c'était l'air sur la période. Donc ici, la période, elle vaut 2 millisecondes. Et l'air, on va calculer l'air de la partie verte plus de la partie bleue. On voit qu'ici, comme le signal entre 101 et 102, il est nul, il n'y a pas d'air à calculer. Donc, on va faire ce calcul-là. Attention, comme ici les airs sont au-dessus de l'axe des abscisses, on va le compter en positif. Si on avait une partie qui était en dessous, on le compterait en négatif. Donc on va faire l'air verte. L'air verte, elle a une hauteur ici de 2,65 et elle a une largeur de 1 milliseconde. Donc 1, 10-3. Donc je fais le calcul, ça fait 2,65, 10-3. Maintenant, je vais faire l'air bleu. L'air bleu, c'est un triangle. La relation pour avoir l'air d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc ici, la hauteur, elle fait, on va de 2,65 à 3,35. Donc la hauteur, c'est 3,35 moins 2,65 fois la largeur, donc la base, 1, 10-3, 1 milliseconde. Et on divise le tout par 2 et on obtient 3,5 10-4. Maintenant, on va appliquer la formule R sur période en faisant l'air verte plus l'air bleu divisé par la période. On obtient donc ici le résultat de 1,5 watts. Donc ça, c'est la puissance active, c'est-à-dire c'est la puissance que va développer mon moteur à condition qu'il n'y ait pas de frottement. Maintenant, parlons de la puissance apparente. La puissance apparente, si je reprends ma tension et mon courant, on peut se dire, quand j'ai calculé ma puissance à chaque instant, on aurait pu remplacer par des valeurs efficaces et ça nous donnerait une idée de quelle puissance on va pouvoir développer avec nos deux signaux ici. Et bien si je fais ça, je vais pouvoir calculer ce qu'on appelle la puissance apparente, c'est-à-dire U efficace fois I efficace, sachant que la valeur efficace de la tension est en volts, la valeur efficace du courant est en ampères, et donc la valeur puissance apparente sera en volt-ampère. Maintenant, comment on va calculer ces valeurs-là? Pour calculer la valeur efficace d'un signal carré, je vous invite à revoir
la vidéo numéro 2 dans le premier chapitre sur les signaux périodiques, dans laquelle on apprenait à calculer une valeur efficace. Et donc là, pour le signal vert, c'est assez simple, hein, on va faire la technique RMS, Root Mean Square. Je prends mon signal vert, je le mets au carré, je calcule sa valeur moyenne, et ensuite je fais la racine de tout ça. Le calcul se fait assez vite et on trouve 6 volts. Je vous invite à le refaire si vous ne savez pas le faire. Pour le courant, ici, on a un signal triangulaire. Et là, c'est un peu plus compliqué. Je ne vais pas vous démontrer l'explication. Pour ceux qui sont en IUT, on ferait finalement la vraie formule de la valeur efficace, c'est-à-dire la racine de la valeur moyenne du signal au carré. Donc, je prendrai ici la linéarisation de ma droite. Je mettrai cette expression au carré. Je calculerai la valeur moyenne grâce à l'intégrale et je ferai la racine de ce résultat. C'est un peu long, c'est un peu chiant. On peut utiliser sinon des résultats connus sur les signaux triangulaires. On sait qu'un signal triangulaire qui n'a pas de valeur moyenne, s'il a une amplitude petit a, alors sa valeur efficace sera a sur racine de 3. Sauf que nous, ici, on a une valeur moyenne. Donc, pour calculer la valeur efficace, je vais faire valeur efficace égale racine de valeur moyenne au carré plus a sur racine de 3 au carré. Grâce à ces calculs, on trouve I efficace égale 0,251. Maintenant, je peux calculer ma puissance apparente qui vaut U efficace fois I efficace, donc 6 fois 0,251, et j'obtiens 1,506 voltampères. Et là, on doit se dire, mais c'est bizarre, parce que nous, on avait trouvé P égale 1,5 watts. Et donc, ça veut dire que toute la puissance qu'on consomme électriquement n'est pas utilisée pour créer de la puissance mécanique. Et ça, c'est ce qui va être intéressant. Qu'est-ce qu'on peut calculer? On peut calculer un facteur de puissance. Le facteur de puissance, il s'écrit lambda, donc c'est la lettre grecque, c'est P, donc la puissance active, sur S, la puissance apparente, et donc P c'est en watts et S c'est en voltampères, mais attention, lambda est sans unité. Donc si je fais la petite application pour notre exemple précédent, on va avoir 1,5 sur 1,506 et on trouve 0,996, c'est-à-dire 99,6% pour notre facteur de puissance. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a 0,4% de la puissance qui n'est pas utilisée pour créer de la puissance mécanique. Et on va se dire, mais où elle part cette puissance? Alors, elle part où? On va le voir. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en BTS, ce que je vais vous dire là devient quasiment hors programme. Pourtant, moi je trouve que c'est justement la partie intéressante de se poser cette question-là, donc je vais vous l'expliquer. Si je trace ma puissance apparente comme une diagonale, et que ma puissance apparente S qui est en voltampères, et que je trace ma puissance active P comme une ligne horizontale, et P est en watts, et bien alors j'ai ici un triangle qui sera fermé par une dernière puissance. Cette puissance-là, la puissance bleue, c'est ce qu'on appellera la puissance réactive Q, et qui s'exprime en volt-ampère réactif, ou ça s'écrit aussi VA petit r, ou tout en minuscule VAR, tout en minuscule. Cette puissance réactive, elle peut aussi être négative, et donc ce qui nous donne une puissance apparente qui va vers le bas. Mais revenons à notre petit exemple ici. Cette puissance réactive, elle correspond à la puissance électrique qui est utilisée pour créer le champ magnétique, pour mettre en forme finalement ce champ-là. En BTS, système numérique, on est complètement hors programme quand on parle de puissance réactive. Pourtant, c'est intéressant parce que ça nous permet de comprendre que finalement, par rapport à ma puissance apparente, je n'ai pas tout qui devient de la puissance active. Et grâce au théorème de Pythagore, je vais pouvoir faire la relation entre la diagonale et les côtés. S carré égale P carré plus Q carré, ou sinon S égale racine de P carré plus Q carré. Si je reprends mon exemple précédent, on pourrait s'amuser à calculer, mais que vaut cette puissance réactive? Pour ça, je vais utiliser la formule S carré égale P carré plus Q carré. Je passe le P de l'autre côté et j'obtiens donc que Q égale plus ou moins la racine de S carré moins P carré. Je fais ma petite application numérique. Je remplace S carré par 1,506, P par 1,5 watts, et donc j'obtiens un Q de plus ou moins 0,13 volts ampère réactif. Voilà un petit peu pour ces grandeurs-là qui sont un peu hors programme en BTS système numérique. Si on résume, qu'est-ce qu'il faut savoir dans cette partie de la vidéo? Eh bien alors, il faut savoir qu'il y a une puissance instantanée, P de t, qui est U de t fois I de t, et qui s'exprime à chaque instant. C'est une fonction du temps. Ce n'est pas une valeur. La puissance active, elle, c'est la valeur moyenne de cette fonction, et elle s'exprime en watts. Ensuite, on va avoir la puissance apparente, S, qui s'exprime comme U efficace fois I efficace. S est en volt-ampère.
Et grâce à ces deux grandeurs, on peut calculer le facteur de puissance lambda égale P sur S. Et attention, lambda est bien sans unité. Dernier élément, qui est hors programme en BTS système numérique, le triangle des puissances, avec la diagonale qui est la puissance apparente S en volt-ampère, l'horizontale qui est la puissance active P en watts, et la verticale qui est la puissance réactive Q en volt-ampère réactif. Et on a la relation du théorème de Pythagore, S carré égale P carré plus Q carré.